La conférence que nous vous proposons maintenant tourne autour de la thématique de la méthode des 3D, plusieurs étapes que nous allons vous présenter ensemble avec nos invités de l'ONICEP France. J'ai avec moi Monsieur Bonnet en sa qualité de directeur de projet à l'ONICEP, l'opérateur que M. Assaraf, français, que M. Assaraf a présenté ce matin, et Madame Boscato, directrice de CEO et responsable du réseau Euroguidance. Pourquoi cette méthode, nous allons la définir, vous allez comprendre ce que c'est tout à l'heure, pourquoi cette méthode est intéressante et pourquoi faut-il la connaître. Vous savez, regardez aujourd'hui vous êtes dans un forum, vous avez des stands où il y a des dizaines d'écoles. À côté de ce stand, il y a plusieurs secteurs de métiers, plus de 62 métiers sont représentés aujourd'hui, et vous avez eu à suivre et à écouter de nombreuses personnes qui ont fait des écoles, qui ont suivi des parcours professionnels assez particuliers, et donc vous êtes en face d'un très très grand nombre d'informations. Dès le départ, vous avez besoin de savoir comment organiser cette très grande quantité d'informations pour que vous puissiez faire le bon choix. Cette méthode vous permet d'organiser effectivement votre démarche pour partir d'un ensemble de questions, d'une très grande quantité d'informations, pour aller progressivement dans une forme de méthode en entonnoir. L'entonnoir, c'est ce qu'on appelle en arabe douaz, en entonnoir, du général au particulier. Vous allez de ce qui est très large vers des choses beaucoup plus pertinentes qui sont en totale adéquation avec votre personnalité, votre projet et vos ambitions. Qu'est-ce que, effectivement, d'où la nécessité de répondre à la question, qu'est-ce que la méthode des 3D? Qu'est-ce qu'elle peut nous apporter? Comment applique-t-on au niveau de l'ONICEP une autre méthode, mais qui ressemble énormément à celle que nous appelons nous 3D, avec, vous allez voir, des différences dans les appellations, dans les termes, mais l'esprit est toujours le même. L'esprit, c'est que lorsque vous vivez votre orientation, il faut que vous puissiez la vivre de façon organisée, méthodique, pour augmenter l'efficience de vos choix. Je vais donner la parole à M. Bonnet, qui va commencer par un petit film, ça dure quelques minutes, pour installer l'ambiance et nous permettre ensemble de vivre de façon très conviviale cette conférence. Bonjour à tous. Donc, pour reprendre ce que disait M. Assaraf ce matin, directeur de l'ONICEP, on essaie à l'ONICEP donc de plus en plus de pousser l'information vers les élèves, de la personnaliser, de l'individualiser, et ce, on va dire, dès la classe de quatrième, troisième, second, première, terminale. 5 ans de travail pour essayer d'accompagner, aider les élèves, que la méthode s'appelle 3D, ou comme on le verra tout à l'heure, qu'elle utilise d'autres mots. Le résultat est toujours le même, l'objectif est toujours le même, faire en sorte que les élèves réfléchissent, et réfléchissent bien sur ce qu'ils vont devenir. Les paramètres ne sont pas simples, mais les questions qui se posent au Maroc se posent en France, en Italie, à Hong Kong, à Saigon, à Quito, aux États-Unis, en Angleterre. C'est-à-dire tous les lycéens en classe de terminale, il y a toujours la même question: qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine? Et la question est difficile, il y a beaucoup d'informations, il faut tenir compte de beaucoup de paramètres, je disais, l'environnement, les métiers, le contexte international. Oui, je travaille à l'école, bien sûr que je travaille, mais
c'est parce que je travaille que j'ai de bons résultats. Ça veut dire quoi travailler à l'école? Faire les devoirs, apprendre les leçons, non. Mais ça me sert à quoi? Quel est le sens que je donne aux études? Qu'est-ce que je vais en faire à titre personnel, à titre professionnel, ainsi de suite. Donc c'est des questions qu'on va aborder. Et je voudrais aussi, Graziana Moscato interviendra un petit peu sur la mobilité européenne, ne pas simplement penser à la France, mais tout le contexte européen pense aussi aux mêmes questions. Et je voudrais aussi vous proposer 3 petits outils de l'ONICEP qui sont accessibles donc via Internet. Donc ça veut dire dès que vous avez un accès à Internet, vous pourrez y accéder, vous pourrez l'utiliser. Et donc ça sera après intéressant qu'on échange sur un certain nombre de questions. Graziana et M. Zaï peuvent intervenir tout le temps, m'interrompre. Une fois que je commande de parler, je risque de ne pas m'arrêter. Un petit film. Et on va parler de ce film après, pourquoi on le met en place en France. Pour, je le rappelle, 6 millions de collégiens. Et après, de lycéens. C'est juste un petit film pour vous montrer que en France, on s'aperçoit que comme au Maroc, il est très très difficile de faire réfléchir les élèves sur un certain nombre de questions. Qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine? Beaucoup d'élèves se laissent porter par leurs résultats scolaires. Et puis quand ils arrivent en terminale, maintenant sur APB, il va falloir s'inscrire, il va falloir choisir. Je fais des études au Maroc, je fais des études en France, je fais des études ailleurs. Comment je fais? Je m'inscris, il y a les questions d'argent, les questions de sous, qu'est-ce que je veux faire? Et je m'intéresse au sport, mais ça veut dire au quoi? Je m'intéresse au sport, je m'intéresse au commerce, à l'économie, je m'intéresse au droit, à la justice. Je veux faire des études en 2 ans, en 3 ans, en 4 ans, un master pro de classe préparatoire, en BTS, en DUT. C'est tout ça. Le problème, c'est que si vous n'avez pas réfléchi avant, c'est maintenant. J'ai le plus de son. Vous m'entendez? Oui. Je suis trop réduit. Ça redémarre? Non, c'est parfait. Je suis trop près du micro. Donc on s'aperçoit que toutes ces questions-là, plus on essaie de les prévoir, plus dans le temps on commence à mettre en place une réflexion, et bien on va petit à petit mieux
comment dire, cerner les problèmes, trouver les réponses, même si ce ne sont pas des réponses définitives, plutôt que d'être coincé dans un PB entre des questions de campus France, des questions de bourse, des questions de choix, des questions d'ordinateur, alors qu'il vaut mieux anticiper ces questions et le faire en classe de première ou en classe de seconde, pour que la procédure administrative ne soit qu'une simple procédure administrative et que l'on sache ce que l'on veut, même si ce que l'on veut n'est pas définitif. C'est pas parce que je dis en classe de terminale que je serai avocat que je serai avocat. Monsieur Asserab disait ce matin qu'il ne saurait pas, qu'il serait professeur agrégé d'économie ou qui serait directeur de l'ONICEF. Moi non plus d'ailleurs, je ne savais pas qui serait directeur de l'ONICEF. C'est-à-dire que l'on peut faire des choix, mais ce sont des choix qui vont permettre d'avancer vers un but, en sachant que ce but, il peut fluctuer, il peut y avoir des incidents, des accidents, on peut redoubler, on peut être mal à l'aise, on peut penser être bon, on n'est pas bon, on pense être intéressé, on n'est pas intéressé, on s'aperçoit qu'au fur et à mesure que l'on progresse dans les études, il va falloir peut-être changer, bifurquer de route, ainsi de suite. Donc on s'aperçoit qu'on n'est pas sur des trajectoires linéaires, mais on est sur des tentatives de construire petit à petit, au fil du temps, ce que nous on appelle un parcours. Un parcours de formation, un parcours d'études qui permettront ensuite un parcours d'insertion et de réalisation professionnelle. Je rappelle une banalité, c'est le texte de l'UNESCO qui essaie de décrire et de définir ce que c'est que l'orientation. Et on s'aperçoit que les mots, c'est individu, prendre conscience, caractéristiques personnelles, choix, études, activités, tout ça dans le temps et pour servir dans la responsabilité. La méthode des 3D dont parlait M. Zaïd, il appelle données collectées, documents structurés, dispositifs décidés. Première étape, c'est d'explorer. La deuxième étape, une fois qu'on a exploré, on essaie de synthétiser, d'organiser pour avoir ce qu'on appelle la cristallisation, c'est-à-dire que toute l'information que l'on a, on va pouvoir la réutiliser, on l'a stockée, on l'a écrite, on l'a organisée, on ne prend pas une information et un bout de papier en 30 secondes qui seront perdus, oubliés, ainsi de suite. C'est pas parce qu'on a un dictionnaire avec des mots que l'on sait écrire, ce n'est pas parce qu'on accède à Internet qu'on a de l'information, que l'on comprend l'information, qu'on est capable de la structurer, de lui donner un sens pour faire des choix raisonnables. Et bien entendu, la spécification, c'est le dispositif. Je prends une responsabilité, je prends un risque, je vais donc prendre ce risque de poursuivre des études en sachant que j'ai des objectifs, mais je vais pouvoir en changer en route, modifier ma trajectoire. Mais quoi qu'il arrive, le fait d'être dans ce parcours, d'avoir ce choix, va m'enrichir et va me permettre de progresser et de continuer à me construire. Ce que je dis ne sont pas des généralités, c'est l'expérience qui se traduit pour des millions de lycéens. Et c'est vrai qu'en France, le choix a été fait d'entamer très très vite et le plus tôt possible ce processus de réflexion permettant aux élèves, puis aux lycéens et bien entendu aux étudiants. Si vous êtes à l'université en France, lors des 2 premières années, vous avez un module spécial qui reprend cette méthode pour poursuivre ce travail de réflexion. Et donc, il y a toute une série de vocabulaires, hein. On le voit, la mise à l'activité. C'est très complexe de réfléchir sur ces questions d'orientation, dans la mesure où il faut apprendre à s'orienter. Et ça, c'est une compétence, c'est une activité que l'on va réutiliser tout au long de sa vie professionnelle, dans des contextes différents, mais c'est absolument fondamental. Il y a les notions de projet, bien entendu, il faut se projeter dans l'avenir, il y a les notions de parcours, il y a les notions d'adaptation. À tout instant, il faut pouvoir s'adapter aux choix que l'on a fait, au fait qu'il y a des incidents, au fait qu'on peut changer de trajectoire, mais n'empêche, il faut continuer à avancer. Et ce que M. Zaïd appelle l'orientation efficiente ou l'orientation tout au long de la vie,
c'est que ce même mécanisme-là, vous allez devoir vous en emparer et l'utiliser tout au long de votre scolarité, de vos études universitaires et ensuite au niveau de votre vie professionnelle. Il y a un certain nombre d'outils qui sont à votre disposition à travers Internet. On en a parlé ce matin. Le premier outil, c'est le site www.onicet.fr. Moi, je donnerai à M. Zaïd tout le PowerPoint qui pourra bien entendu diffuser au niveau de l'établissement et ailleurs. Le site www.onicet vous donne toute une série d'informations, à la fois sur le système éducatif français, mais le système éducatif marocain ressemble aussi, par certains aspects, bien entendu, au système éducatif français. Vous retrouverez les BTS, les DUT, les classes préparatoires, les écoles spécialisées, classées par secteur d'activité, par diplôme, ainsi de suite. Il y a aussi un outil que l'on met à la disposition de quasiment tous les lycéens et les collégiens de France. Ça s'appelle Atlas de la formation. Et c'est un produit dont vous pourriez très bien fortement en disposer. On vous montre tous les schémas des études en France, donc au niveau après la classe de 3e. Je reviens en arrière. Le schéma de toutes les études après le baccalauréat. Vous pouvez chercher par type de formation. Je cherche un Bac+6, diplôme d'architecte. Je veux avoir tous les diplômes d'architecte. J'ai la carte de France par département. Ensuite, si je prends l'Île-de-France, j'ai l'établissement de Flans-sur-Marne avec l'adresse internet, numéro de téléphone, les contacts, etc. Ce type d'outil est une information minimale pour tous les collégiens et lycéens, leur donne l'intégralité de sources des formations, me paraît indispensable à pouvoir en disposer dans un établissement, donc dans un centre de documentation, ainsi de suite, comme vous en disposez ici. Je ferme cela. Oui, j'en ai plus besoin pour le moment. Et il y a aussi un outil dont on a parlé ce matin, qui est simplement mon orientation en ligne. Vous pouvez, via Internet, par mail et par chat, je mets de côté le téléphone, mais par mail et par chat, vous pouvez poser toute question que vous désirez sur la poursuite d'études. Et donc, il y a 60 personnes qui, du lundi au vendredi, de 8h du matin à 19h, heure française, vont vous répondre en direct, par chat ou par mail, sur toutes les questions que vous pouvez vous poser. L'intérêt de ce dispositif, c'est de vous permettre, d'un côté, de faire une exploration des différentes possibilités. Une fois cette exploration faite, c'est d'arriver petit à petit à la hiérarchiser, voir un petit peu aussi quels sont vos intérêts, vos envies, vos goûts. Quand quelqu'un dit « je m'intéresse à l'industrie, à la mécanique, au sport, aider les autres, à la médecine », ça veut dire quoi concrètement? Est-ce que je connais des professionnels? Est-ce que je les ai rencontrés? Est-ce que je suis allé visiter des personnes sur leur lieu de travail? Est-ce que j'ai discuté avec des étudiants qui sont en formation? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce que je pourrais faire des stages en réalité? Ainsi de suite. Tous ces éléments-là, il faut pouvoir les assembler et vous permettre, vous, de faire un choix le plus raisonnable possible, en sachant que ce n'est pas toujours le choix définitif. Si je fais des études à l'université, on peut, à l'issue de l'université, à l'issue d'une licence, faire une licence pro, faire un master, je peux faire un master pro,
dans X directions. Ce qui veut dire qu'on a toujours des études générales et après des spécialisations. Si je fais une classe préparatoire, ça veut dire que je vais faire un concours de grandes écoles, de X grandes écoles, que ce soit dans le commerce, ainsi de suite. La classe préparatoire en elle-même, ce sont que des études permettant d'accéder ensuite à un concours qui permet d'accéder à une école, qui permet de se spécialiser. Ce qui explique que plus on fait des études, il faut toujours garder cette idée qu'on fait à la fois des études généralistes permettant une adaptabilité, une polyvalence, une spécialisation à l'issue de plusieurs années. Quand vous faites des études de droit, vous n'allez pas choisir la première année si vous allez être avocat. Ce n'est pas la première année, ce sera au bout de la 4e année, quand vous allez rentrer en 4e année, que vous allez choisir une spécialisation. Donc c'est tous ces éléments-là qu'il faut avoir en tête pour arriver, dans le cadre des élèves de terminale, donc sur APB, ou surtout des élèves de seconde et de première, de commencer à réfléchir à ces questions. Donc pour accéder à mon orientation en ligne, vous accédez par un site web, il y a une application mobile, je vais assez vite par téléphone, bon, mais vous c'est surtout le mail, le chat, service gratuit, bien entendu, qui est mis à votre disposition. Je précise que ce service aussi est utilisé par tous les établissements, des établissements France à l'étranger, de la EFE et la mission laïque française, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui utilisent ce service, qu'ils soient en Amérique, en Asie, bien entendu, en Afrique, ainsi de suite, et en Europe, bien entendu. On a répondu l'année dernière à 500 000 à peu près questions, donc ça veut dire que ces 60 personnes, plus les documentalistes, travaillent en permanence pour fournir la réponse la plus adaptée. On a aussi des vidéos, hein, je vais pas, on a aussi beaucoup de vidéos. On a aussi un service qui s'appelle BiblioUnicef, c'est sur abonnement, hein, c'est pour les établissements, mais qui permet d'accéder à toutes nos publications sous forme électronique. On a environ 80 publications qui sont mises à jour chaque année. L'après-bac, après le bac ES, après le bac L, ainsi de suite. Toutes ces publications sont disponibles donc à travers un site internet sur abonnement. Et donc l'abonnement que l'on fait pour les établissements est un prix relativement modique, hein, c'est 100 ou 110 € pour l'intégralité de tous les élèves de l'établissement. Et je précise que vous pouvez y accéder pas simplement de l'établissement, mais de chez vous, sur un smartphone, sur une tablette, sur un PC, peu importe. Hein, c'est-à-dire qu'on ouvre ces accès à l'établissement, on l'ouvre aux élèves, on l'ouvre aux parents, on l'ouvre aux frères, aux sœurs, c'est-à-dire à toute la communauté de l'établissement. Gratiana, tu veux faire une petite intervention? On a dit qu'on intervenait à plusieurs. Bonjour, moi je ne vais pas m'étaler et répéter ce que vous avez déjà entendu et peut-être ce que vous entendez après sur une méthode. Je vais peut-être simplement vous expliquer ce que je fais et vous donner donc quelques idées pour construire votre projet d'orientation et décider de ce que vous allez faire l'année prochaine. Donc moi je travaille dans un centre ressources, dans un centre d'information et d'orientation et je suis responsable donc pour un réseau qui s'appelle Euroguidance. Alors dans Euroguidance vous avez à la fois le mot Europe et le mot guidance. Ce réseau a été mis en place par l'Union européenne il y a plus de 20 ans pour favoriser la mobilité alors des jeunes, des moins jeunes, des étudiants, de tout le monde dans l'espace européen. Alors ça concerne effectivement les ressortissants européens, puisque pour les Européens il est facile d'aller d'un pays à l'autre donc sans formalité, on peut travailler dans tous les pays de l'Union, donc c'est plus facile. Mais si vous accédez donc à l'enseignement supérieur français, vous aurez aussi un espace plus grand que la France qui vous sera ouvert. Pas tous les espaces, mais enfin, vous aurez quand même la possibilité de vous mouvoir dans un espace un petit peu plus grand que celui de la France. Donc ça, c'est pour situer donc, ce réseau européen.
Et donc dans tous les pays d'Europe, vous avez des centres Euroguidance qui informent sur les possibilités d'études, de bourses, de mobilité, de travail dans les autres pays d'Europe. Alors pourquoi l'Europe a mis en place ce type de réseau? À la fois pour développer une idéologie de citoyenneté européenne, pour que les gens s'approprient l'espace, s'approprient les habitudes des autres pays, parce que l'Europe, c'est pas un seul espace, c'est diverses cultures qui vivent ensemble, et c'est aussi parce que de plus en plus, donc on a abordé déjà ce matin ce contexte, c'est un contexte européen et un contexte mondial dans lequel on vit. Donc vous allez être amené au cours de vos études, pas forcément en allant à l'étranger, mais même en restant au Maroc, vous allez être amené à travailler avec des entreprises qui sont en France, qui sont en Asie, qui sont un petit peu partout. Donc il faut avoir l'esprit citoyen du monde pour pouvoir un petit peu donc, travailler dans cet espace. Et donc la mobilité, en fait, on insiste beaucoup en Europe pour développer des compétences liées à la mobilité, qui ne sont pas forcément des compétences que vous allez acquérir à l'école, parce qu'à l'école on a des résultats scolaires, on obtient des diplômes, mais il y a également beaucoup de compétences que vous pouvez acquérir en dehors de l'école et qui vont être très très utiles dans votre parcours. Alors vous avez entendu un certain nombre de personnes qui sont intervenues aujourd'hui pour vous dire que les parcours ne sont pas linéaires, qu'aujourd'hui vous allez choisir un chemin, une autoroute, ce que vous voulez, mais que dans votre vie vous allez faire des rencontres, vous allez vous trouver donc dans des établissements et vous allez petit à petit construire votre parcours de vie. Alors une orientation, c'est pas seulement scolaire, donc ça s'inscrit dans un parcours de vie. Donc là j'insiste un petit peu, mais on acquiert énormément de compétences en dehors des institutions scolaires. Donc en mettant en place un réseau qui fait la promotion de la mobilité en Europe, on s'est rendu compte que cette mobilité permettait donc à des jeunes, mais à des moins jeunes, hein, la mobilité peut intervenir n'importe quand dans votre vie, pas forcément à des fins d'études, hein, mais également à des fins personnelles, à des fins sentimentales, hein, ça peut intervenir à tout moment, et on apprend des compétences qui sont non formelles, informelles, en dehors de l'école. Et donc il est important d'avoir à un moment dans sa vie la possibilité d'aller acquérir ces compétences pour les inscrire à côté des diplômes, à côté de son CV, afin donc de trouver un emploi, de s'insérer dans son pays ou dans un autre pays. Alors il y a des compétences qui sont évidentes. Quand on va à l'étranger, on est obligé d'apprendre la langue du pays où on va. On peut partir étudier, on peut partir travailler, on peut partir pour faire un volontariat, on peut partir pour faire une année de break. Et ça se développe de plus en plus en Europe. Alors c'est quelque chose de fréquent en Scandinavie. C'est qu'une fois que les élèves ont terminé leur lycée, et bien pendant une année, ils font une année de césure, pendant laquelle ils partent faire un volontariat, un apprentissage linguistique. Et cette année leur sert donc à acquérir des compétences informelles et éventuellement à réfléchir à un projet d'orientation. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont accessibles pour vous et qu'il faudrait penser donc, dans votre parcours à inscrire donc, au fur et à mesure que vous allez être étudiant, que vous allez travailler, etc. Moi, si j'avais quelque chose à vous dire, je veux dire, soyez curieux, préparez des diplômes parce que c'est toujours utile. Soyez curieux, posez des questions sur les métiers aux personnes que vous rencontrez, puisque les métiers, ça se crée constamment, il y en a tous les jours des nouveaux, donc on ne pourra jamais vous faire une liste exhaustive de tous les métiers qui existent et de ceux qui vont exister dans 10 ans, encore moins. Donc soyez curieux, apprenez les langues étrangères, parce que ça c'est toujours un plus, et posez-vous des questions et surtout sachez rebondir. Il n'y a jamais de fausses routes, il y a des routes. Des routes, elles peuvent être droites, elles peuvent être sinueuses. L'essentiel, c'est que vous trouviez quelque chose où vous allez vous épanouir. Donc, c'est pas la peine d'écouter trop les plus prestigieuses, les classements, les meilleurs, etc. Ça peut être une entrée pour choisir son orientation, mais la meilleure orientation, ce sera celle qui vous conviendra à vous et que vous allez construire petit à petit au vu de plusieurs expériences. Moi, je vais laisser la parole à M. Zaïd qui va vous revenir donc à la méthode qu'on a évoquée tout à l'heure.
Monsieur Bonnet a évoqué la même méthode. Donc là, on va vous dire comment faire avec toutes ces informations qu'on vous donne et que vous trouvez sur le net et avec tous les outils qu'on vous a présentés. Mais après, ce sera à vous donc de construire, d'aller voir des personnes et n'hésitez pas à poser des questions, que ce soit en ligne, que ce soit auprès de professionnels dans les salons. On est là pour vous aider à répondre à vos questions à vous au niveau individuel. Et donc, je laisse la place à Monsieur Zaïd pour la méthode. Merci beaucoup, Madame Moscato. On vient d'échanger, Monsieur Bonnet et moi-même, sur la philosophie de cette méthode, sur sa raison d'être, de toute méthode d'ailleurs dans la vie. Quel est le gain que nous avons lorsque nous décidons de faire une chose, nous nous posons d'abord la question, quelle est la bonne méthode à suivre pour que je puisse progresser vers la réalisation d'un but. Dans votre vie, c'est essentiel. Dans toute chose que vous faites, vous allez devoir faire, c'est une bonne connaissance de la bonne méthode qui vous permettra d'être efficace. Je voudrais que l'on essaye de simplifier les choses, pour que ce discours ne soit pas un discours qui est décalé par rapport à vos attentes pratiques et pragmatiques. Qu'est-ce que nous entendons par la méthode des 3T? Nous savons aujourd'hui que vous, jeunes, quand vous arrivez à un moment de votre vie où vous devez faire des choix très importants pour dessiner la trajectoire qui sera la vôtre pendant plusieurs années, vous avez en face de vous un nombre extraordinaire d'informations. La première des choses, c'est de pouvoir gérer ce flux, ce très très grand nombre, cette très grande quantité de données. La première question que vous posez et le premier défi que vous avez dans ce flot d'informations vous concerne d'abord vous-même en tant que personne. À votre âge, on se pose des questions. Qui suis-je? Quelles sont les choses qui structurent ma personnalité? Vers quoi voudrais-je aller? Et qu'est-ce qui va me permettre, moi, de m'accomplir? Quel choix de vie, quelle étude, quel métier, mais aussi quel système de valeurs pour donner du sens à ma vie. Voilà les questions. Vous voyez bien que c'est un ensemble de questions qu'il faut se poser et pour lesquelles il faut trouver des réponses afin que je puisse d'abord savoir qui suis-je pour que je puisse construire l'avenir qui répond le mieux à ma personnalité, à mes aspirations. Donc la méthode des 3D vous permet dans cette première phase de noter toutes ces questions que vous posez sur vous-même et de commencer l'exploration de votre propre personnalité afin de sélectionner dans les réponses possibles, par exemple dans la première étape, 5 ou 6 qualités, 5 ou 6 défauts, et après réfléchir sur les qualités, les défauts qui peuvent effectivement vous définir. Puis, vous allez choisir un parcours d'études. Vous aimez les maths, vous voulez faire à la fois médecine, mais en même temps, vous pensez à l'ingénierie, vous pensez aussi à des études en biologie, vous posez ça comme possibilité de départ. Voilà, ces formations, il faut bien qu'elles mènent vers des métiers. Donc, vous posez aussi quelques possibilités de métiers dans cette première étape de la méthode. La deuxième étape va vous permettre, après avoir posé ces possibilités, de trier en canalisant le plus possible ces choix vers les véritables tendances de votre personnalité, les véritables tendances
de votre société, les véritables tendances aussi de l'économie de votre pays et de l'économie mondiale. Donc il y a un effort d'analyse qui va permettre de mettre en place une première adaptation, une première équation de conformité entre la compréhension que vous avez de vous-même, des études, des métiers et les possibilités de réalisation desquelles vous pouvez effectivement faire preuve. Après cela, vous avez défini 2 ou 3 pistes possibles. Monsieur Assaraf parlait ce matin de sentiers et il avait parfaitement raison. Vous avez maintenant rationalisé ce qui était au départ de l'ordre d'un labyrinthe. Vous avez, dans cette infinité de données, choisi une voie ou 2. Après, vous avez besoin d'en parler. Vous avez besoin d'aller voir des personnes qui ont, par exemple, fait une école d'ingénieur. Vous avez envie de faire la même chose. Une personne qui a fait médecine, parce que vous êtes scientifique et ce sont des possibilités. Vous allez parler à ces personnes. Vous allez parler aussi à des personnes qui exercent ces métiers, pour que vous puissiez comprendre la réalité de la chose, afin que l'expérience de ces personnes ressources vous permette de très bien cerner ces aspirations, mais dans leur réalité. Ensuite, vous vous dites, voilà, j'ai vu des personnes qui ont vécu ces expériences, elles vont me transmettre ce qu'elles ont vécu, les leçons qu'ils ont tirées de leur expérience. Maintenant, je peux aller voir un conseiller. Et à partir de ce parcours que moi-même j'ai construit, je vais collaborer dans un échange avec le conseiller en orientation pour que je mette en place les derniers ajustements ou réajustements à ce projet que j'ai construit dans la durée et en proposant un ensemble de réponses à des questions que j'ai posées. Donc voyez bien que cette méthode a pour principale finalité de vous donner la possibilité de vous réapproprier votre vie. Que vous fassiez cela de façon autonome. Car ce qui est en jeu dans la méthode des 3D et ce qui est en jeu dans l'orientation, ce n'est pas de gagner sa vie. Ce n'est pas de trouver un emploi. Ce qui est en jeu, c'est votre vie. C'est donner du sens à l'homme et à la femme que vous allez être. Cela mérite réflexion. Cela est essentiel. Et cela exige de vous que vous fassiez vraiment l'effort de vous arrêter, de construire méthodiquement cette démarche, car beaucoup de choses vont se décider à partir des choix de formation et de métier que vous allez dégager à l'issue de cette première exploration. Bien sûr, il n'y a pas de choix définitif. Vous pouvez toujours changer complètement. Vous pouvez toujours, et je le pense et je le crois, vous réinventer. L'être humain a cette extraordinaire capacité à se réinventer sans cesse. Vous l'avez en vous. Chacun est porteur de cette puissance. Cette méthode a juste comme finalité première de vous donner les outils nécessaires pour exprimer le mieux possible, le plus possible, cette extraordinaire aptitude que chacun de vous a. Donc, prenez le temps de réfléchir à ça. Prenez le temps de construire graduellement, sérieusement votre orientation. Ce n'est pas un pari, car vous ne pariez pas sur des choses sans intérêt. Vous pariez, croyez-moi, sur votre vie. Et cela nécessite un peu de temps de votre part, une adhésion au processus et de l'intérêt. Cela nécessite de votre part, comme aujourd'hui, puisque vous êtes présent, des questions, des interrogations. Vous avez devant vous des personnes
qui vous parlent de votre orientation. Et ces personnes ont envie d'échanger avec vous. Donc c'est pour cela que nous avons une immense envie de vous écouter. Donc je vais vous laisser la parole, car il ne s'agit pas aujourd'hui de vous faire des discours sur l'orientation, mais il s'agit de construire avec vous une démarche. Donc nous sommes ouverts tous les trois à toutes les questions qui sont relatives à la thématique de l'orientation, de la 3T, et à vos angoisses, vos inquiétudes, vos projets, vos ambitions. Allez-y, nous allons répondre à toutes les interrogations, à toutes les préoccupations que vous avez. Donc nous allons faire circuler les micros si des personnes ont des questions à poser sur ce qu'ils veulent, à partir de ce qui a été dit jusqu'ici lors de cette conférence. Les baccalauréats ont beaucoup de difficultés, que ce soit en classe préparatoire, certains, comme on dit, explosent en plein vol. Ils pensent qu'ils ont la ténacité, les qualités, le courage, la détermination, mais il y a des classes préparatoires difficiles, ça demande de l'endurance, ça demande une vraie discipline, et donc il y a des élèves qui craquent, hein, tout simplement. On sait qu'à l'université, en France, il y a des élèves donc, qui ont fait des études professionnelles, hein, donc des bacs professionnels, et qui arrivent à l'université. Ils y arrivent comme ça, parce qu'ils ont le droit d'aller à l'université. Les taux d'échec des baccalauréats professionnels en France est d'environ de plus de 58%. Ça veut dire qu'un élève sur deux de bac professionnel n'est pas armé pour pouvoir tenir sur les études universitaires qui demandent de l'autonomie, de la confiance en soi, un niveau d'études qui est exigé, ainsi de suite. Et c'est là où, d'un côté, il faut avoir des buts, des objectifs, la méthode, au moins pour commencer ce parcours. Et puis, à un moment donné, si on est perdu, si on s'écroule, il faut arriver à se réorienter. C'est-à-dire qu'il faut faire un bilan du travail, un bilan des possibilités. En France, il y a ce qu'on appelle beaucoup de classes passerelles. À partir de BTS, DUT, on peut aller vers des écoles d'ingénieurs. À partir d'une licence, on peut aller vers telle ou telle école. Toujours pareil, comme je disais ce matin, il y a deux solutions après le baccalauréat. On tente le grand écart, on va monter l'escalier, on va sauter 6 marches d'un côté, d'un seul côté. Ou soit on va essayer de monter l'escalier par 2 marches, ou par 1 marche. Là aussi, ça fait partie du processus de réflexion, de savoir quelle énergie je suis capable de mettre en œuvre pour arriver à tel but. Et c'est vrai que les élèves qui sont en difficulté, dès qu'il y a des élèves en difficulté, dès qu'ils sentent qu'ils sont en difficulté, il faut qu'ils trouvent des lettres, qu'ils puissent faire un bilan et surtout réutiliser cette expérience si c'est nécessaire dans notre vie. Et bien entendu, dans les universités, dans les établissements, il y a des personnes pour aider. Souvent les professeurs encadrent, les professeurs principaux encadrent, aident, soutiennent pour permettre aux élèves de passer les moments qui parfois sont difficiles. Merci M. Bonnet. Madame Boscato qui a un complément. Je pense que je vais dans le même sens que ce qu'a dit mon collègue. Je crois que dans ce cas, dans un cas très précis comme celui-là, il faut que vous trouviez un interlocuteur pour pouvoir analyser vos difficultés, voir quel type de difficultés vous avez, est-ce que ce sont des difficultés méthodologiques ou des difficultés personnelles, ou si des matières ne vous conviennent pas. Donc il faut trouver un interlocuteur pour pouvoir en parler, et à partir de là, trouver d'autres voies qui peuvent répondre et qui peuvent vous remettre en scène pour avoir un projet. Merci. Bon, je pense que tout a été dit. Moi, je pourrais juste insister sur une chose, c'est je n'aime pas le verbe perdu. Ça, celui que vous avez utilisé dans votre intervention. Vous êtes très jeune, vous commencez à peine, et
vous commencez à peine votre vie, et donc on est toujours dans un processus de recherche, de quête et de conquête. Il y a des moments où dans une vie, effectivement, il y a des choix que nous faisons qui ne sont pas bons. Il faut se dire, bon, voilà, j'ai vécu cette expérience, elle ne me convient pas, mais j'ai appris. Je vais capitaliser sur l'apprentissage et me dire, à partir de cet acquis que j'ai intellectualisé, que j'ai analysé, que j'ai assimilé, je vais rebondir sur autre chose. Je vais aller vers autre chose. Je ne voudrais pas que vous, à votre âge, vous soyez dans cette dynamique très positive. De la perte ou de l'égarement ou de la déperdition. Construisez. Et la vie, c'est comme ça, vous savez, la vie, c'est comme ça tous les jours. Tous les jours, nous commettons des erreurs. Excusez-moi, c'est un défaut professionnel. Je suis professeur de philosophie. Je voudrais citer cette magnifique phrase de Spinoza qui dit que l'erreur est le début de la connaissance. L'erreur est le début de la connaissance. Donc, apprenez à construire progressivement à travers des erreurs qui vous apprennent au moins ce qu'il ne faut plus faire. C'est déjà en soi un acquis, vous construisez progressivement. Et il y a, regardez aussi les autres hommes, les autres femmes. Il y a des hommes qui ont fait bac S, ensuite qui sont orientés vers les arts. Il y a ceux qui ont fait des bacs L et qui ont par la suite été de magnifiques scientifiques. Je vous donne l'exemple de Breuil, qui a, bon ça s'écrit de Broglie, mais bon, ça se prononce de Breuil, qui a révolutionné la physique, mais qui était à la base professeur d'histoire-géographie. Donc attention, il y a votre destin, construisez-le. Mais ne dites-vous pas au premier faux pas, à la première erreur que c'est fini. Non, au contraire, vous êtes beaucoup plus aguerri, vous avez mieux compris les choses. Allez vers autre chose. Croyez-moi, vous êtes capable de tout. Allez vers autre chose. Allez vers ce qui vous passionne, ce qui va véritablement vous permettre d'être vous-même et de vous réaliser. Je terminerai aussi en philosophe. Il y a une très belle image chez Descartes qui dit, si vous êtes dans une forêt, vous êtes perdu. Il n'y a aucune indication pour savoir quelle est la voie, le sentier, je reprends M. Assala, qu'il faut suivre. Choisissez un sentier. Au pif, comme vous dites les jeunes, et faites en sorte que ça soit le bon. Faites en sorte que cela puisse vous mener vers vous-même et vers l'accomplissement de votre personnalité. D'autres questions? Je vous en prie, merci à vous. Premièrement, je vous remercie infiniment pour vos précieuses informations. Deuxièmement, je suis un étudiant en deuxième année à l'École nationale de commerce et de gestion de Casa. Je suis perplexe devant des sites multiples sur des sites internet sur les écoles à l'étranger. Maintenant que je suis en situation concrète, j'aimerais bien que vous me recommandiez des écoles ou des universités à l'étranger. Là, encore une fois, je vais faire un travail d'analyse de la lexicographie. Quand vous dites « je voudrais que vous me recommandiez », vous nous installez tous en dehors de la logique et de la philosophie de ces 2 journées. Ce n'est pas pour vous recommander quoi que ce soit que nous proposons le forum de l'orientation ou que l'ONICEP mène ce formidable travail qu'il fait. C'est beaucoup plus pour vous accompagner, pour vous conseiller. Vraiment, c'est
c'est pas une recommandation, c'est un véritable projet. Et si vous avez envie d'être accompagné par un conseiller, nous pouvons vous offrir effectivement cet accompagnement. Mais le choix, ce que vous allez faire par la suite, vous revient à titre personnel. D'accord? C'est vrai qu'en France, il y a beaucoup de parents, beaucoup d'étudiants souhaiteraient intégrer la meilleure école. Bon, la question déjà, c'est ce que veut dire une meilleure école. En France, on a des palmarès. On peut faire le palmarès de l'école la plus chère. On peut faire aussi le palmarès de l'école où le plus d'étudiants réussit le diplôme. On peut faire aussi le palmarès des écoles où les élèves des couches les plus populaires puissent y accéder. C'est-à-dire que la notion de palmarès est complexe, polysémique. Ce qui me paraît important, c'est si vous avez une école qui vous intéresse, ben c'est d'analyser cette école. Donc de faire cette démarche d'analyse de l'école. Quels sont les statuts? Est-ce que je peux rencontrer un professeur qui y intervient? Est-ce que je peux rencontrer des étudiants qui sortent de cette université, de cette école spécialisée? C'est-à-dire que ce n'est pas tant les chiffres, les rumeurs ou les on-dit, mais simplement une approche concrète de l'école qui va vous permettre, en faisant un comparatif, de voir celle qui vous conviendrait le mieux pour des raisons géographiques de proximité. Il y a une série d'éléments. C'est vrai que la France, on sort beaucoup de tableaux et le ministère de l'Éducation nationale, chaque année, produit 200 pages de comparaison d'établissements. Mais c'est très difficile de dire en informatique. Il y a de grandes écoles prestigieuses parce qu'elles permettent d'ouvrir vers des emplois particuliers. Mais énormément d'universités préparent à des études remarquables, ainsi de suite. C'est très très difficile de conseiller sur telle ou telle école. Par contre, quand on rencontre des conseillers d'orientation qui connaissent le tissu, qui connaissent les établissements, ils ne pourront pas vous dire quel est le meilleur, mais ils pourront aussi vous indiquer des établissements où il peut y avoir des difficultés. Mais là, il faut trouver les médiateurs qui sont au plus proche des établissements. Et donc là, il faut rencontrer les étudiants, tous les acteurs, étudiants, professeurs, les conseillers d'orientation, pour vous permettre d'avoir de vue différentes écoles. Mais c'est vrai, je l'ai dit, je le redis, les questions d'orientation, c'est vous mettre en activité sur ces questions-là. Je vais prendre un exemple, une anecdote. Les élèves de 3e en France, on leur demande de choisir entre deux types de filières à l'issue de la classe de 3e. Les élèves de 3e, spontanément, ne réfléchissent pas à ces questions. Mais par contre, l'administration leur demande de réfléchir. Et ils sont mis sur un système de contraintes qui les oblige à commencer un processus d'élaboration qui peut durer plusieurs années. Et c'est vrai que les élèves de terminale sont confrontés aussi à cette contrainte. Autant réfléchir en amont pour pouvoir être outillés le mieux possible. Alors pour compléter, comme vous êtes déjà dans une école de commerce, la première chose à faire, c'est peut-être, si vous vous intéressez à l'international, c'est d'aller voir s'il y a déjà des accords, des partenariats avec d'autres écoles en Europe ou ailleurs. Donc ça, c'est une première ouverture. Ensuite, qu'est-ce que vous souhaitez faire à l'international? Est-ce que vous voulez avoir un diplôme complémentaire? Est-ce que vous souhaitez faire un stage qui va s'inscrire dans vos études, mais vous allez faire à l'étranger? Est-ce que vous souhaitez changer de pays pour apprendre une langue et découvrir autre chose? Donc c'est peut-être ce type de questions qu'il faut vous poser, puisque vous êtes déjà dans une école, et donc profitez du fait d'être dans cette école-là pour voir quelles sont les ouvertures possibles à partir de l'école. Ensuite, si vous parlez déjà les langues étrangères et si vous sortez diplômé de votre école, n'oubliez pas que vous pouvez trouver un emploi dans les pays où vous parlez la langue. Donc l'international va s'ouvrir à vous. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je voulais rajouter.
Je voudrais apporter un additif à ce que vient de dire M. Bonnet et Mme Buscato. Ce que je suis professeur d'une classe particulière qu'on appelle la classe étoile des prépas économiques et commerciales. Donc ce sont des jeunes très brillants qui préparent HEC, l'ESSEC, etc., les grandes écoles françaises. Et à un moment, on prépare l'oral et ils doivent, parce que dans leur oral, les écoles leur demandent quel est leur projet professionnel. Et donc on les préparait, et je voudrais vous transmettre ce que nous faisons avec eux, ça vous permettra peut-être de structurer votre démarche. Alors, quand j'ai devant moi un élève ou une élève qui veut faire du marketing de luxe, voilà, le projet est clair, et pour justifier le choix de l'école, nous cherchons à voir si d'abord cette école a un excellent département de marketing. D'abord s'il existe, s'il y a un département marketing de luxe dans cette école. On va chercher en France quelle est la meilleure école supérieure, la grande école, qui a des départements marketing de luxe, et quelle est celle qui a le meilleur département en fonction des publications, en fonction effectivement des personnes notoires, très connues dans ce domaine, et en fonction aussi des laboratoires de recherche mis en place dans cette école. Avec ça, la personne construit véritablement un projet, car l'école n'est pas choisie juste parce que la ville où elle se trouve est belle, etc., mais parce qu'elle va lui permettre, comme un outil, un moyen, de réaliser le projet, de travailler par la suite dans le marketing de luxe. Donc, votre démarche, construisez-la comme ça. Dites-vous, moi, qu'est-ce que je veux faire par la suite? Et choisissez, dans les écoles qui s'offrent à vous, celles qui présentent des départements de qualité, celles qui se trouvent dans une région où l'activité économique qui vous intéresse est très prospère, où vous avez aussi la possibilité de stage, la possibilité d'aller rencontrer des professionnels pour profiter de leur expérience. Essayez donc d'avoir tous ces ingrédients, ces paramètres-là, notez-les, faites une liste de critères. Quelles sont les exigences que vous avez auprès d'une école? Prenez une série d'écoles qui vous intéressent et comparez pour voir quelles sont les écoles dans cette liste qui répondent le mieux à ce projet que vous avez, et puis sélectionnez en fonction bien sûr d'autres paramètres, la langue, le financement, etc., la proximité, sélectionnez celle qui répondra le mieux à votre projet. Vous pouvez lui donner le micro s'il vous plaît, merci beaucoup. Madame a parlé des partenariats. Notre école a des partenariats, je pense un seul partenariat avec une école en Allemagne, en RFA. C'est exigeant, ça exige de la langue. Les langues chez nous c'est facultatif. Je sais pas, je parle pas du français, espagnol, je parle de l'allemand, de la du hollandais, etc. Mais si je veux postuler à une école à l'étranger après la 3e année, donc j'ai une licence en main et je veux postuler, est-ce que c'est faisable? Oui, il faut, comme le disait tout à l'heure Madame Buscato, vous savez, il y a le système, bien avant la licence, il y a le système des passerelles, des admissions parallèles, et tout ça. Donc, il faut se renseigner, effectivement, il y a plusieurs possibilités. Et moi, je vous dirais même l'allemand ne devrait pas être un frein pour vous. En Allemagne, souvent, c'est des formations proposées en anglais. Je ne sais pas si vous parlez anglais, mais il y a beaucoup de formations en Allemagne qui se déroulent en anglais.
Ensuite, si votre souci c'est un souci de langue, je pense qu'il faut que vous alliez dans un pays, que vous visiez déjà dans un premier temps un pays où vous parliez la langue, apparemment le français, ou peut-être un autre pays arabe, enfin de langue arabe. Donc je pense que votre projet n'est pas impossible. Il faut simplement que dans un premier temps vous choisissiez un pays, ensuite quelques écoles, et ensuite il faut postuler, vous demander, donc vous expliquer ce que vous avez fait, et demander donc à rentrer dans l'école que vous avez choisie, et donner des arguments pour qu'on vous prenne dans cette école. Et sinon, vous avez toujours la possibilité de faire des stages. Je crois que les stages ouvrent également beaucoup d'opportunités. On y rencontre des professionnels, on y rencontre d'autres étudiants, et c'est l'occasion de se confronter parfois à autre chose. Et ça se rajoute, comme je disais tout à l'heure, ça vient en plus dans votre CV. Pour les stages, vous pouvez trouver des entreprises internationales qui sont implantées au Maroc, mais c'est aussi une ouverture sur l'international et éventuellement partir dans un deuxième temps. Si vous n'avez plus de questions... Donc, je voudrais pour nos très fidèles, on a réussi à avoir quand même des fidèles, hein, ils sont là avec nous, je les remercie infiniment. Je remercie nos invités, Madame Boscato et Monsieur Bonnet de l'ONICEP pour cette très belle expérience qui nous a permis de réfléchir ensemble sur l'orientation et les moyens de l'optimiser et d'augmenter son efficience. Merci à vous. Vous savez que pour ceux qui restent, qui ont encore envie de poser des questions, il y a le site www.jve.ma où vous pouvez poser toutes les questions. Il y aura toujours des... Et il y a aussi les e-conférences. Merci Sabrina. Il y a aussi l'ONICEP, les adresses proposées, ils peuvent aussi y aller chercher l'information en fonction bien sûr des possibilités qui sont données. Merci beaucoup et à très bientôt.